Épilogue. Si j'aime à chercher des analogies entre les animaux et les hommes, c'est parce que je ne peux m'imaginer que leur ressenti soit fondamentalement différent du nôtre. Et à mon avis, il y a de fortes chances que je sois dans le vrai. Le fait qu'une rupture se soit produite au cours de l'évolution et que tout ait été réinventé est désormais largement réfuté. Il n'y a qu'en matière de pensée que de grandes différences existent entre eux et nous. Sur ce plan, nous sommes bel et bien les meilleurs. Pour autant, ce qui a tellement d'importance pour nous peut en avoir moins pour d'autres créatures, sinon leur évolution aurait été identique à la nôtre. Penser autant est-il absolument indispensable? En tout cas, sûrement pas pour vivre sereinement une existence accomplie. Quand nous sommes en vacances, ces mots ne nous viennent-ils pas spontanément aux lèvres? C'est tellement bon de n'avoir à penser à rien. Il est possible d'éprouver bonheur et joie sans intense cogitation, et c'est là le point crucial. L'intelligence n'est d'aucune utilité pour vivre des émotions. Et j'insiste, le ressenti qui commande les programmes instinctifs est vital pour toutes les espèces animales. Il existe donc de façon plus ou moins intense chez chacune d'elles. Qu'une espèce soit capable de songer à ce qu'elle ressent, de prolonger ce ressenti par la réflexion ou de le ranimer par le souvenir est secondaire. Bien sûr, le fait que nous possédions cette capacité, qui nous permet peut-être de vivre l'instant plus intensément, est une bonne chose. Mais cela vaut aussi pour les moins bons moments. Un partout, donc, entre nous et le monde animal. Pourquoi y a-t-il encore une telle résistance de la part de certains scientifiques, mais surtout des politiques, notamment des responsables de l'agriculture, quand il est question de la capacité des créatures qui nous entourent à ressentir le bonheur et la souffrance? C'est qu'il s'agit le plus souvent de ménager l'élevage industriel en autorisant des méthodes bon marché, telles celles déjà citées, qui consistent à castrer les porcelets sans anesthésie, ou encore la chasse, dont sont victimes tous les ans des centaines de milliers de mammifères et d'oiseaux, et qui, telle qu'elle est pratiquée, n'est plus du tout adaptée à notre époque. Une fois tous les arguments mis sur la table, quand il devient évident qu'il nous faut accorder aux animaux bien plus de capacité que nous en avons l'habitude, c'est là, en général, qu'est brandi in extremis l'argument massu, l'anthropomorphisme. Comparer les animaux aux hommes n'est pas scientifique. C'est agir en rêveur, voire verser dans l'ésotérisme. Tel est le reproche que l'on entend souvent. Dans le feu de l'action, on en oublie une évidence apprise sur les bancs de l'école. L'homme, d'un point de vue purement biologique, est également un animal et ne saurait s'exclure de la liste. La comparaison, par conséquent, n'est pas si fantaisiste et surtout, on ne se représente bien que ce que l'on comprend et partage. Voilà pourquoi il est pertinent de se pencher d'abord sur les espèces dont on peut prouver qu'elles ont des émotions et des processus mentaux comparables aux nôtres. Concevoir que les animaux aient des sensations telles que la faim ou la soif est relativement facile. Parler à leur propos de bonheur, de deuil ou de compassion, en revanche, en fait bondir certains. Or, il n'est pas question du tout d'humaniser, mais juste de mieux comprendre les animaux. Comparer, en effet, sert avant tout à reconnaître que les animaux ne sont pas des créatures stupides, très inférieures à nous sur le plan de l'évolution, et n'ayant eu droit en matière de douleur ou autres ressentis qu'à quelques retouches, tandis que notre palette à nous devenait si riche. Et quiconque comprend que le cerf, le sanglier et la corneille mènent leur propre vie parfaite en soi et y prennent, qui plus est, beaucoup de plaisir, accordera peut-être aussi son attention aux petits charançons qui s'affairent allègrement dans les feuilles des vieilles forêts. Si le doute persiste quant à la vie sensible des animaux, c'est peut-être parce que nombre d'émotions et de processus mentaux n'ont pas encore de définition claire chez l'homme. Prenez le bonheur, la gratitude, ou simplement la pensée. Ces notions restent bien difficiles à préciser. Comment, dès lors,
concevoir chez des animaux ce que nous ne saisissons même pas correctement chez nous. La démarche scientifique, soumise aujourd'hui à la règle de l'objectivité, ne nous est pas forcément d'un grand secours en pareil cas, puisqu'elle exclut d'emblée nos émotions. Or, les émotions jouant un grand rôle dans notre fonctionnement, nous possédons aussi les antennes nous permettant de capter et d'identifier chez l'autre ces mouvements sensibles. Et ces antennes cesseraient de fonctionner pour la seule raison que l'autre est un animal et non un être humain? Nous avons évolué dans un monde plein d'autres espèces et avons dû survivre contre et avec elles. Saisir les intentions d'un loup, d'un ours ou d'un cheval sauvage fut certainement tout aussi important pour nous que de savoir lire un visage humain étranger. Certes, notre flair peut aussi nous tromper et nous amener à surinterpréter ce que fait un chien ou un chat. Cependant, dans la majorité des cas, notre intuition est juste, j'en suis fermement convaincu. Les amis des bêtes, quand ils liront ce livre, ne seront donc guère surpris par les dernières découvertes scientifiques. Elles viendront surtout conforter ceux qui se fient déjà à leur ressenti à l'égard des animaux. Le refus d'accorder autant d'émotions aux animaux repose toujours, me semble-t-il, sur la crainte de voir l'homme perdre sa position privilégiée. Pire encore, exploiter les animaux deviendrait autrement plus compliqué. Des scrupules viendraient nous gâcher le plaisir à chaque repas ou au moment d'enfiler notre veste en cuir. Songeons un instant aux cochons si sensibles, qui éduquent leurs petits et les aident ensuite à élever leur propre progéniture, qui répondent à leur nom et réussissent le test du miroir. Et considérons, parallèlement, les quelques 250 millions d'abattages qui ont lieu chaque année en Europe, sans compter les autres espèces. Cela fait froid dans le dos. Et les animaux ne sont pas les seules créatures sensibles. Les scientifiques le savent désormais. Et peut-être l'avez-vous également lu quelque part. Les arbres aussi, entre autres végétaux, ressentent, voire se souviennent. Comment, me direz-vous, allons-nous nous nourrir tout en restant moralement irréprochables, si même le végétal peut être plein à bon droit? Soyez sans crainte, je ne suis pas en train de plaider pour la déprime au petit déjeuner et le dégoût au dîner. Notre place dans le monde du vivant, comme celle de tant d'espèces, est assortie du droit d'utiliser et de manger d'autres créatures, puisque nous ne pratiquons pas la photosynthèse. Ce que je souhaite, c'est plutôt que nous devenions un peu plus respectueux du monde animé qui nous entoure, qu'il s'agisse des animaux ou des végétaux. Cela ne signifie pas forcément renoncer à toute utilisation, mais accepter de limiter un peu notre confort, ainsi que notre consommation de biens biologiques. Quelle sera notre récompense? Des chevaux, des chèvres, des poules et des cochons, plus guillerets, des cervidés, des martres ou des corvidés contents, qui se laissent observer, y compris, pour ces derniers, en train de crier leur nom. Et alors, notre système nerveux central sécrétera des hormones propres à répandre en nous un sentiment auquel nul ne saurait résister, le bonheur.